Bonjour les amis, j'ai le plaisir de donner la parole aujourd'hui à deux artistes qui ont un parcours très différent mais avec un point commun, la passion de l'écriture. Djurda Zanik et Haile Weinz, bonjour. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Alors, avant de commencer l'interview, je voudrais bien d'abord remercier Djurda et Luc Gustin pour leur accueil ici dans ce beau resto qui est la Cour des Grands et où nous pouvons admirer des œuvres, des peintures de Djurda. Parce que Djurda, votre passion, c'est l'écriture, mais aussi la peinture. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner une petite description du style de peinture que nous pouvons admirer ici dans votre resto? Je fais de la peinture à l'acrylique et je fais de l'abstrait beaucoup et toutes mes peintures, c'est des élans. Voilà, il n'y a rien qui est prédéfini. C'est au moment que je me mets devant les toiles que voilà, je me lance et je fais ma peinture. Parfois, il m'arrive aussi de ne pas être inspirée, si je peux dire comme ça, parce que même dans l'abstrait, il faut être inspiré quand même. Eh bien, je ne sais rien faire. Ça m'est arrivé beaucoup de fois aussi de jeter des toiles parce qu'il n'y a rien qui sort. En fait, je pense que ma peinture, elle est faite vraiment selon l'inspiration au moment. Quand ça vient, il y a quelque chose qui se fait, ou sinon ça ne marche pas. Donc, Djurda, ce confinement, cette pandémie qui dure maintenant depuis 1 an, ça n'a pas freiné votre créativité? Ces peintures ont été faites pendant le confinement, bien sûr. Et ça, c'est une chose qui a été très très difficile pour moi. Mais voilà, bon, ça a été fait pendant ce moment et je pense que ça s'en ressort parce qu'il y a quand même pas mal de... C'est assez trash quand même. Donc voilà, c'est un peu... Alors, avant de passer à votre dernier ouvrage dans l'écriture, je voudrais bien présenter une artiste que nous ne connaissons pas encore très bien, Haile Weinz. Haile Weinz, vous êtes autrice, compositrice et interprète. Je disais qu'il y avait un point commun avec notre artiste Djurda, c'est l'écriture. D'abord, la musique, c'est votre première passion. Comment est née cette passion de la musique? Je devais avoir aux alentours de 12 ans lorsque j'ai commencé à tout d'abord écrire. Donc j'adorais écrire des histoires. Et au fur et à mesure, j'ai fini par comprendre que ce n'étaient pas des histoires, mais des textes, donc de la poésie, que j'ai retranscrit sous forme de paroles de chansons. Alors, il faut savoir que je ne compose que en anglais. Pour moi, le français, c'est un peu un handicap. Disons qu'il est vrai que c'est ma langue maternelle, donc ça devrait être plus facile, mais j'ai toujours eu cette fascination pour les langues. Et donc je me suis lancée dans l'anglais, étant donné que c'est une langue qui est aussi internationale, que tout le monde peut comprendre. Donc c'est à l'âge de 12 ans que j'ai pris une feuille, un crayon, ma guitare, j'ai commencé à écrire toute seule dans ma chambre pour commencer. Donc personne ne savait à cet âge-là que la musique était une de mes premières passions, ainsi que l'écriture. Et au fur et à mesure des années, j'ai commencé à montrer un peu ce que je faisais, notamment avec des vidéos sur YouTube ou à l'école lors de petits festivals au collège, au lycée. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai voulu en faire plus qu'une passion et à ce que ça en devienne un métier. Voilà, oui. Et justement, c'était ma question suivante. Vous avez choisi l'anglais, et dans votre nom d'artiste, et dans vos textes. Alors, dites-nous, Haile, vos textes, puisque bon, tout le monde ne comprend pas l'anglais, et c'est vrai que l'anglais, c'est la langue internationale, et que les jeunes sont partants à fond dans cette musique. Quel genre de musique est-ce que vous composez, et quels sont les thèmes que vous exprimez dans vos textes, dans vos chansons? Alors, le genre musical, je dirais qu'il est varié. Je fais beaucoup de variétés. Maintenant, je vais beaucoup plus me porter vers la pop et le rock, ainsi que de la country. En ce qui concerne les textes, donc le thème de mes chansons, cela varie aussi de l'inspiration du moment. Moi, je m'inspire beaucoup sur mon vécu, que ça soit passé, présent ou ce que je pourrais entreprendre pour l'avenir. Je m'inspire aussi beaucoup de mon entourage, donc par exemple, je pourrais très bien m'inspirer de mots, de phrases que des personnes de mon entourage me disent et de là en faire toute une construction
pour pouvoir écrire. Et de là, bah, ça vient tout seul. Donc l'inspiration naît comme ceci, parfois plus simple que d'autres. Mais c'est en général comme ça que j'écris et que je compose mes chansons. Alors Haile, malgré cette pandémie, malgré cet enfermement, vous avez publié votre premier EP ici pendant ce confinement. Dites-nous, c'est quand même pas la période idéale peut-être pour publier un premier album. Et avant que vous me répondiez, on va écouter un petit extrait. Trace a line on a paper. Don't let this world be in quiet. If I knew that it was written, I will never be so open. You took the gun and shot me down. I tried to run, but my feet stay on the ground. You got me butterflies, now let them fly. My fingertips dancing on your skin, ears to listen what it all means. Wanna die on your lips like your cigarette. Damn, the devil bent my heart on a Russian roulette. May I have a place in the sky? Alors, dites-nous, Haile, comment ça s'est passé, cette première publication, pas dans les conditions idéales? Alors pour tout vous dire, ça a été un peu catastrophique, mais c'était ça passe ou ça casse. Dans le sens où il faut énormément du temps déjà pour la composition, vu que je fais tout de A à Z. Donc il s'agit des instruments, des paroles, de la structuration du morceau. Mais il me fallait également du temps pour moi, c'est-à-dire qu'en tant que demandeuse d'emploi, forcément, il fallait que je puisse trouver aussi un travail, que je puisse en vivre, aller vivre aussi de ma passion sur le côté. Et je me suis dit que j'allais plutôt faire du Covid une force plutôt qu'une faiblesse. Donc ça m'a permis de me retrouver beaucoup avec moi-même, d'aller visiter des monuments, de marcher, d'aller courir, vraiment de m'extérioriser l'esprit pour avoir le plus d'idées possible. Une fois que j'avais les idées claires, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à composer et c'est de là que m'est venu mon premier EP. Maintenant, il faut dire aussi que ça fait 2 années que j'y travaille, donc ça fait 1 an que la Covid existe. Mais ça m'a permis de pouvoir le peaufiner et de pouvoir mettre les économies nécessaires pour qu'il puisse sortir. Disons que pour le moment, ça vacille parce que les gens ont peur, ne serait-ce que de venir aller le chercher, ou pour les personnes qui sont plus pointilleuses sur la santé, ne serait-ce qu'à attraper un colis, voilà, on ne sait jamais. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est un peu par vague. J'espère que par après, ça finira par aller. Mais je ne baisse pas les bras, pour moi c'est mon petit trésor de début de carrière. Et je commence d'ailleurs à travailler sur le deuxième qui, là, ce sera complètement un album, donc de 13 titres, qui sera très différent du premier, ne serait-ce qu'au niveau des thèmes, des chansons, de la façon dont je l'écris, et aussi de la mise en scène de l'album en lui-même. Alors, Haile, avant de revenir vers vous, je me tourne vers Djurda pour parler de son actualité littéraire. Alors Djurda, donc, comme on a dit, vous êtes artiste peintre, mais surtout aussi écrivaine, puisque vous êtes à votre 4e roman, si je ne me trompe. Je cite vos autres titres, Entre toi et moi, qui est une autobiographie, Le saule pleureur et Dans la peau d'une autre. Alors ici, c'est votre 4e ouvrage, c'est Le rocher des 2 pélicans. Alors, dans cet ouvrage, Djurda, on peut dire que c'est le genre policier. Oui.
Alors, bon, le pitch est assez difficile parce que c'est une saga qui se situe à peu près en un siècle. Et donc, il y a un peu de tout. Des meurtres, mystères, enquêtes bâclées, on peut dire, un inspecteur suspect. Alors, il y a un point commun entre tous ces personnages. C'est quoi, Djurda? C'est la pierre. La pierre. C'est la pierre qui est en fait une clé. Et cette clé-là, elle permet d'ouvrir un endroit bien particulier. Et cet endroit particulier, justement, c'est lui qui a suscité justement tous ces meurtres et les suites qu'il y a eu pendant ces 100 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment la clé qui permet d'ouvrir un endroit mystérieux où il y a quelque chose de particulier que tout le monde convoite, cherche encore aujourd'hui. Donc voilà. Et cet endroit existe en famille. On ne va pas en dire plus, on ne va pas découvrir la fin. Alors, vous dites, c'est un endroit qui existe réellement. C'est une île en Croatie, c'est en Croatie que ça se passe? En fait, je me suis inspirée de Mali Lošinj. C'est une ville en Croatie que j'ai été plusieurs fois. Donc, je connais un petit peu les rues, les petites choses comme ça. Et c'est vraiment par hasard que j'ai été visiter un peu le long de la côte parce qu'il y a comme des gens de Ravel. Et j'ai vu, c'est un site archéologique maintenant, hein, donc je vais dire, c'est vraiment préservé et tout, et on peut le visiter. Et là, il y a eu des bains. Donc c'était des bains qui étaient très très réputés pour des personnes qui ont des problèmes asthmatiques, des problèmes de peau, enfin plein de problèmes comme ça. Et on envoyait beaucoup d'enfants, surtout là-bas, parce que c'est des lieux qui ont été, entre guillemets, rachetés, si on peut dire comme ça, ou loués. Et c'est les personnes... C'est par exemple là, dans le thème, c'est les Allemands, eh bien, ils ont, entre guillemets, loué cet endroit-là, ils ont mis leur propre médecin, leur propre infirmière, pour pouvoir s'occuper des enfants qui étaient malades à l'époque en Allemagne, des usines de soufre, etc., et qui ont dû venir là-bas pour se soigner. Et effectivement, ils ont été soignés, parce que l'air est vraiment extraordinaire. Voilà. En tout cas, Djurda, vous possédez, vous maîtrisez les codes du polar, puisque des rebondissements, il y en a presque à chaque chapitre, et jusqu'à la fin, il y a encore un dernier rebondissement où le lecteur est tenu quand même en haleine jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment les codes que vous possédez vraiment. Avant d'aller plus loin, Djurda, je m'adresse à Haile. Haile, vous avez fait une expérience qui, je suppose, vous a quand même marqué. Vous avez participé à The Voice Belgique. Racontez-nous un petit peu, en quelques mots, comment ça s'est déroulé et ce que vous en avez gardé de cette expérience de The Voice. Alors, moi, j'ai participé à la saison 6 de The Voice, donc c'était il y a 3 ans d'ici. À l'époque, je me considérais encore comme étant fort jeune. Non pas que je suis vieille à l'heure d'aujourd'hui, mais j'avais mon expérience, mais je ne me considérais pas encore comme une grande artiste. C'est alors que sur le coup sur un coup de tête, je décide de m'inscrire. Donc il faut savoir en fait que The Voice, avant de pouvoir participer au blind, donc à l'aveugle, nous avons 3 autres étapes à réaliser avant de pouvoir aller au blind. Donc on a une première partie qui est de choisir une chanson et de l'interpréter uniquement devant des professionnels, donc une danseuse, un coach au niveau orthophonique, des musiciens qui nous accompagnent. Et de là, si la vidéo est validée, on peut alors d'office aller sur Internet pour pouvoir participer à The Voice et que les personnes puissent voter. De là, j'ai eu donc un mail de confirmation comme quoi j'avais été prise justement pour pouvoir passer le blind. Et donc lors du blind, c'est la fosse au lion. On nous lâche avec ce qu'on nous a appris, avec ce qu'on nous a dit, et ça passe ou ça casse, comme vous pouvez le savoir. Donc moi j'ai fait mon blind avec une reprise des Red Hot Chili Peppers, Californication, qui est une chanson que j'adore, j'apprécie beaucoup ce groupe. Je me suis dit que ça allait certainement me porter bonheur. Donc j'arrive sur scène, je monte, je chante et 5 phrases après, j'ai déjà 2 coachs qui se retournent. Le problème avec The Voice, c'est qu'une fois qu'on est spectateur
et qu'on regarde à la télévision, on entend très très bien le buzz, mais une fois sur place, on ne l'entend pas du tout. Donc en fait, on doit vraiment se référer aux lignes avec les prénoms et au fait que le siège se retourne ou pas. Donc j'ai déjà eu 2 coachs qui se sont retournés, donc forcément un petit soulagement à moi. Ça ne m'empêche pas de me donner à fond et d'y aller. Et de là, alors j'ai eu l'unanimité, donc les 4 coachs se sont retournés. Pour moi, ça a été un véritable bonheur immense, et on va dire que ça a été un nouveau souffle de vie, parce que je me suis dit, voilà, c'est fait, j'y suis allée, c'est peut-être un début de quelque chose, la fin peut-être par après d'une belle aventure, mais qui m'aura permis de grandir et d'évoluer au niveau de mon chant. Donc après les blinds vient place au duel, où j'ai fait mon duel avec justement le gagnant de cette saison-ci, qui était Théophile Renier. On a fait la reprise de Sweet Dreams de Marilyn Manson, qui n'est pas du tout une chanson facile. Ce n'est pas du tout dans mon registre non plus. Alors j'adore, je suis une très très grande fan de rock'n'roll, de rock, de punk, mais le chanter c'est autre chose. Il faut vraiment avoir la voix pour. Maintenant, je trouve qu'on a fait un excellent duel. Notre coach, qui était Quentin Mosiman, nous a dit qu'il a eu énormément du mal à se diviser. Pour finir, il a fini par prendre Théophile, et moi je me suis retrouvée alors, j'ai été reprise par les 2 rappeurs français Big Flo et Oli. Ce qui pour moi a été une grosse erreur. Alors pourquoi? J'avais le choix d'aller avec Marc de Suarez ou Big Flo et Oli, mais par sensibilité et par affection vis-à-vis d'une collègue et d'une amie que j'avais chez Quentin, qui était déjà chez Marc, je n'aurais pas pu me permettre de lui voler sa place pour que moi je puisse réaliser mon rêve et qu'elle doive partir de l'aventure. J'ai donc Donc en fait, vous avez été trop honnête. Si je peux C'est dire. ça. Voilà. Mais en conclusion, Riley, ça a été une belle expérience. Oui, j'en garde une belle expérience. Voilà. Maintenant, à refaire, je ne pense pas. Alors, ma dernière question, je vous la pose à toutes les 2, Djurda, Riley. Donc, comme on a dit, votre passion commune, c'est l'écriture. Et alors, des projets. Face à cette pandémie, est-ce que votre projet d'écriture est déjà en route? Riley, Djurda d'abord. Un roman qui est en route, c'est le fil cramoisi. Donc celui-là, je voudrais bien le terminer. Ça dépend combien de mois on va être fermé, mais je voudrais bien le terminer dans l'année. Et voilà, donc j'aimerais bien que ce roman puisse prendre son envol, un peu comme Le Rocher des 2 Pélicans. C'est ça mon projet. Et par la suite ouvrir, faire une exposition ici, faire un vernissage, voilà, faire découvrir toutes ces choses aux personnes, et par la même occasion inviter des artistes qui, ça peut être des chanteurs, ça peut être des personnes qui font des bijoux, enfin des créateurs, vous voyez. Donc c'était mon projet à l'ouverture au mois de mai. Mais je pense que ce ne sera pas le cas encore maintenant, malheureusement. Donc voilà. Mais c'est le projet, et alors on utiliserait la belle terrasse, tout ça serait mis là, et il y aurait donc la possibilité aux personnes de venir, de boire un petit verre, bien sûr, mais par la suite aussi de goûter un petit peu les préparations de mon cher mari. Et voilà, donc c'est vraiment l'endroit que je voudrais faire découvrir aux personnes qui se prêtent bien justement à une petite balade entre artistes, voilà, dans la salle, dans la terrasse, etc. Voilà. Maintenant, on verra. Donc au niveau des projets, j'ai le 2e album que j'aimerais commencer tout doucement à écrire et à entreprendre. Mais j'ai également une grande passion pour l'écriture aussi. J'ai entamé l'écriture d'un roman au début du confinement, donc qui s'intitule « 7 rêves avant mardi », qui est une autobiographie fictive. Alors... Oui, donc en genre littéraire, c'est plutôt autobiographie, mais romancé, arrangé. C'est ça, romancé. Donc c'est-à-dire, quand on parle d'autobiographie fictive, forcément on se demande un peu ce que c'est, vu qu'on est censé parler de nous-mêmes. Mais disons que je me réfère à mon personnage principal qui est moi, sauf que je suis un garçon dans le roman. Et ce garçon va vivre des histoires, donc les miennes,
de façon à ce qu'il y ait énormément de métaphores en fait. Donc ça sera vraiment très métaphorique, d'où le fait que j'ai souligné le mot fictif. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas spécialement se passer dans la vraie vie non plus, d'où le fait que j'ai joué sur les métaphores. Et j'espère pouvoir le terminer cette année et pourquoi pas le faire lire à un éditeur. Voilà, vos projets sont là, c'est déjà en cours de réalisation. Eh bien, je vous souhaite qu'ils se réalisent et que nous sortions très vite de cette pandémie et qu'on puisse se retrouver librement. Oui. Merci Durda, merci Riley. Merci à vous.